Alors, on a pris un peu de retard, mais ça va, c'est cool. 20 minutes, large. Euh, Pour celles et ceux qui n'étaient pas là juste avant, je m'appelle donc Sarah Duvinet, je suis présidente et cofondatrice de l'association Nouveau Cycle qui organise le festival Ragnagna Party et je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième partie de la conférence J'ai mal, c'est pas normal. On a parlé de l'ensemble des pathologies, de comment les reconnaître, de leurs symptômes. Mais bon, une fois que le diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on fait? C'est l'objet de cette deuxième partie. Et autour de la table, on retrouve Marlène Sarda, représentante de l'association Endo France, Kelly Lescure, présidente de l'association Espopeka, qui a changé de place avec Emmeline, qui était là juste avant, qui a d'ailleurs un stand Espopeka, n'hésitez pas à aller les rencontrer. On a toujours avec nous le docteur Fanny Le Boulanger-Boriès, qui est gynécologue obstétricienne. Et nous ont rejoint Nathalie Abo, qui est naturopathe, bienvenue, et Myriam Loboda, qui est ostéopathe. Merci à vous d'être là. Alors, je vais déjà vous laisser en un petit mot, parce que, alors, naturopathe, ostéopathe, douleur menstruelle, c'est pas forcément hyper intuitif. Voilà, on s'est déjà bien présenté avant pour les autres, mais peut-être, pourquoi vous êtes là sur cette table ronde sur les douleurs menstruelles? Pourquoi vos pratiques sont-elles associées à ce sujet? Peut-être Nathalie, je te laisse commencer. Tu as un micro juste à côté de toi. Alors, la naturopathie, déjà, je vais peut-être rapidement expliquer ce que c'est. Donc, en naturopathie, c'est une approche qu'on appelle holistique, donc globale, qui prend en considération tous les aspects de la personne, donc physique, psychique, émotionnel. On va utiliser des moyens naturels pour essayer de retrouver ou préserver la santé. Notamment, une base, c'est vraiment l'alimentation. On travaille également sur la gestion du sommeil, du stress, le mouvement. Et puis, on peut s'aider aussi d'outils comme la phytothérapie, les plantes, la nutrithérapie, qui vont être aussi un grand soutien pour équilibrer les hormones. En naturopathie, on va travailler main dans la main avec la médecine allopathique. Donc, du coup, on vient en parallèle de l'allopathie pour soutenir l'organisme et essayer de retrouver un équilibre hormonal. Qu'est-ce que je ne sais pas si j'ai répondu à la question au final, mais du coup, en naturopathie, pour ma part, du coup, je me suis spécialisée sur l'équilibre féminin. Donc, j'accompagne des femmes qui rencontrent des défis hormonaux, donc règles douloureuses, syndrome prémenstruel, aménorrhée, toutes les pathologies comme l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, les troubles de la fertilité. Et on arrive en accompagnement en naturopathie par l'hygiène de vie à soulager les symptômes, essayer de voir les réduire ou les faire disparaître et essayer de retrouver un équilibre hormonal et un cycle plus serein. Voilà. Merci de cette présentation. On aura effectivement l'occasion de voir et tu vas nous donner des petites astuces pratiques pour effectivement diminuer ces symptômes et ces douleurs. Et on accueille aussi donc Myriam Loboda, tu es ostéopathe. Pourquoi on parle d'ostéopathie sur ce sujet des douleurs menstruelles? Alors, bonjour à tous. Donc, c'est l'occasion de rappeler que l'ostéopathie, ce n'est pas seulement des personnes qui vont regarder le cadre musculo-squelettique, mais qu'on travaille effectivement aussi sur le système viscéral, donc en fait tous les organes, etc. Ces organes sont innervés, ils vont être vascularisés et surtout ils ont des systèmes ligamentaires qui les lient au système musculo-squelettique. C'est souvent ces plaintes qui amènent les patientes à venir nous consulter, des plaintes de douleurs du bassin, du bas du dos, des douleurs de hanches, de genoux, et en fait qui sont liées effectivement au système, qui peuvent être liées au système gynécologique. Donc l'ostéopathe a une vision également holistique. Donc nous, on est des thérapeutes manuels. On va faire notre propre diagnostic ostéopathique. Et le but, c'est de rétablir autant que possible l'équilibre du patient. Donc dans les cas plutôt rares quand même de patients qui viennent spécifiquement pour une plainte de douleur de règles,
on va vraiment pouvoir avoir une vision un peu globale, à la fois du cadre musculo-squelettique, donc du système hormonal, du système vasculaire et du système nerveux, pour comprendre pourquoi, à un moment donné, ces douleurs ne sont plus dans le cadre physiologique et normal, c'est-à-dire éventuellement des petites douleurs de crampes très médianes, mais pourquoi ça va irradier beaucoup plus loin, pourquoi ça va s'accompagner de douleurs des maux de tête, de douleurs du dos. Et en fait, du coup, on va agir en fait, ensemble pour retrouver une physiologie. C'est très clair, je te remercie. Alors, je vais passer la parole à Fanny, notre gynécologue préférée, juste ici. On a parlé de tous ces symptômes, toutes ces maladies. Il y a quand même déjà une prise en charge allopathique qu'on n'a pas évoquée. On entend beaucoup parler des thérapies hormonales, mais ce n'est pas tout ce que vous avez dans votre panoplie de traitements. Est-ce que tu peux nous faire un peu un éventail des types de traitements utilisés déjà dans la médecine allopathique pour soulager ces symptômes et ces douleurs? Disons que de toute façon, tout ce qui est hormonal, c'est quand même la majorité, notamment dans le cadre de l'endométriose. Après, les douleurs elles peuvent aussi liées à une infection, donc il y a aussi les antibiotiques qu'on peut utiliser. Après, il y a les antidouleurs. Et dans certains cas, il y a besoin, nous on a aussi la chirurgie qui peut être réalisée, soit dans le cas de l'endométriose, soit dans le cas de la fertilité avec des trompes bouchées ou des kystes. Voilà, c'est principalement ces choses-là qu'on utilise. Est-ce que du fait qu'il y ait de plus en plus de recherches et de découvertes d'endométriose et de ces autres pathologies, il y a des nouveaux traitements qui sont sortis là sur le marché dernièrement? Est-ce qu'il y a eu vraiment un changement où finalement on a les mêmes outils depuis des années et sauf erreur, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui est sorti récemment. Ok. Clairement. Après, disons que l'approche, elle est peut-être plus dans la... Par exemple, si on voit la chirurgie, l'idée c'est... Dans l'idée de faire en sorte que les tissus puissent s'auto-guérir en enlevant le minimum syndical qui fasse que, en faisant en sorte que les tissus soient le moins lésés possible et puissent s'auto-guérir après par la suite le plus possible. L'idée c'est d'enlever juste le problème et pas au-delà. Avant on avait un peu tendance à enlever des utérus ou des ovaires assez facilement avec des grands... Il y a pas mal de patientes qui décrivent leur grand-mère qui a été ménopausée à 30 ans, parce qu'on lui a enlevé son utérus et ses ovaires, comme ça c'était réglé. Voilà, donc il y a aussi une approche qui est un peu différente de ce point de vue-là. Et puis effectivement, il y a quand même... de plus en plus l'idée que nous, voilà, comme je le disais hier, on est une partie de la réponse à la question et que effectivement on a une approche qui est une porte d'entrée, mais qui a plein d'autres façons de voir les choses et qui sont tout aussi complémentaires dans le fait que les patientes puissent de nouveau être bien et confortables, et surtout sur le long terme, parce que nous on les voit, on va dire, une fois dans l'année. Et puis après, il reste 364 jours, quoi. Donc il faut de l'aide, quoi. Et justement, le centre endométriose dans lequel vous intervenez, il est dit multidisciplinaire, c'est que vous avez inclus d'autres spécialités pour accompagner les femmes et personnes menstruées. Oui, il y a notamment au sein du centre, il y a notamment une journée qui est dédiée aux cas plus compliqués qui nécessitent l'aide de sexothérapeutes, d'ostéopathes, psychologues, notamment kinés, de façon à faire le tour du problème assez rapidement. Voilà. Et de toute façon, nous, on travaille au-delà du centre, avec plein de gens. On donne aux patientes plein d'adresses qui peuvent les aider en fonction de là où elles habitent. Voilà, sachant que nous, on est en plein centre de Bordeaux et qu'on ne connaît pas tout de la Nouvelle-Aquitaine. Mais voilà, ça permet aux patientes de savoir que, en tout cas, ou quand bien même on n'aurait pas de nom dans leur secteur, de savoir qu'éventuellement, voir un ostéopathe, c'est intéressant, voir potentiellement un naturopathe, ça peut être aussi intéressant. Voilà, puisque dans le cas notamment de l'endométriose, il y a un état inflammatoire qui est marqué et que cet état inflammatoire peut être induit par l'alimentation et par aussi
En gros, un tissu qui est inflammé, il ne va pas bouger. Et s'il ne va pas bouger, il va avoir mal. Et donc, il faut redonner du mouvement à ce tissu via l'ostéopathie, par exemple. Voilà. Et que la douleur, c'est aussi une douleur, c'est une douleur physique, mais ça peut aussi voilà, être induit par une douleur psychique qui s'accroche sur cette douleur physique. Et que, est-ce que voir un sexologue, ça pourrait pas être intéressant, et ainsi de suite, quoi. La sophrologie, gérer la douleur, voilà, il y a plein de possibilités qui doivent être. En fait, nous, on est un peu les aiguilleurs du ciel d'une certaine manière. L'idée, c'est de dire aux dames, vous pouvez aussi aller voir tout ce type de personnes-là qui peuvent tout à fait. Il y a l'hypnose aussi. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, les algologues, pour permettre un mieux-être au quotidien, quoi. C'est assez novateur dans la prise en charge allopathique, c'est qu'il y a peu de médecins allopathiques qui orientent vers ces médecines dites complémentaires ou parallèles. Ou est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une évolution aussi de lien entre justement ces différents types de médecine? Non, je pense qu'il y a quand même une évolution avec différentes réunions où on voit différents types de corps de métier. Et puis, il y a aussi les patientes qui nous disent, je suis allée voir un tel, le bouche à oreille. Moi, il y a pas mal de fois où des patientes m'ont indiqué que quelqu'un travaillait bien, que je connais pas forcément. Mais voilà, il y en a plusieurs qui me disent la même chose. Donc, j'oriente et voilà, c'est aussi comme ça que ça se fait. D'accord. Du coup, moi, je voulais vous poser la question à Marlène et Kéline. Donc, je rappelle, Marlène, tu es atteinte d'endométriose. Toi, comment tu as été traitée pour tes symptômes, tes douleurs? Aujourd'hui, est-ce que tu continues à être sous traitement? Est-ce que tu as fait appel à des approches complémentaires? Quelles astuces tu peux aussi nous donner ou donner aux personnes qui sont atteintes d'endométriose pour se sentir mieux avec cette maladie? Alors moi, j'ai été diagnostiquée en 2013 et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais à l'époque, on n'avait pas cette complémentarité de prise en charge. À part la chirurgie, c'est toutes les options qu'on me laissait. Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte quand même que la chirurgie n'est plus mise en avant dans la première intervention. C'est-à-dire que ça va arriver au bout d'une chaîne où des médicaments ne feront pas effet ou des opiacés, malheureusement, ne feront pas effet. Vraiment, on sent que l'intervention chirurgicale arrive vraiment en dernier recours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la prise en charge de l'endométriose, pour moi, doit se faire en complémentarité de naturopathe, ostéopathe, sophrologue. Il y a malheureusement des symptômes que j'ai eus qui ne sont, comme me disait Fanny, qui sont plutôt psychologiques, c'est-à-dire avec les traitements, le rapport au corps a changé, l'image de soi en prend un coup, les rapports sexuels sont douloureux, donc c'est très difficile aussi je ne sais pas s'il y a beaucoup d'hommes dans la salle, je risque de me faire huer, mais c'est pas grave. Le conjoint ne comprend pas toujours forcément pourquoi ces rapports sont douloureux ou n'a pas envie de comprendre. Et c'est la communication aussi du couple. L'endométriose est une maladie de couple. Et ces choses-là ne peuvent pas se gérer avec une intervention chirurgicale ou avec des anti-inflammatoires. Et ça nécessite vraiment une prise en charge, pour moi, complémentaire par un sexologue, voilà, naturopathe, peut-être un psychologue, peut-être... Voilà, plein de choses comme ça qu'il faut mettre en place. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai été diagnostiquée il y a 8 ans. Il y a 8 ans, ce n'était pas encore très développé. Mais aujourd'hui, je sais qu'au sein de l'association EndoFrance, on a beaucoup de patientes qui mettent ça en place au niveau ostéopathie, au niveau kiné, pour mieux vivre avec la douleur, pour éviter justement de tomber un petit peu dans tout ce qui est anti-inflammatoire, prise d'opiacés, avec des traitements parfois très lourds. Et comme je dis, essayez, ça ne coûte rien. Essayez tout ce qui peut vous faire du bien, il faut l'essayer. Déjà pour avoir un rapport à soi un peu plus naturel et pour essayer d'avancer au mieux avec ces douleurs. Et toi, qu'est-ce qui a bien fonctionné pour toi? L'ostéopathie a bien fonctionné. C'est ce qu'on parlait hier avec Myriam. C'est une très bonne prise en charge, qui nécessite aussi un travail de l'ostéopathe qui est un petit peu fatigant aussi des fois sur les lésions. Mais c'est vrai que moi, l'ostéopathie a bien marché.
J'ai vu aussi une naturopathe suite à une ablation partielle de l'intestin que j'ai eu de l'endométriose, notamment au niveau anti-inflammatoire, qu'est-ce qui était conseillé de manger, de ne pas manger. Mais j'ai envie de dire, toute cette prise en charge comment dire, ça vous reconnecte à votre corps, ça vous permet aussi de trouver, de mettre en place des solutions naturelles. Et rien que ça fait du bien de se mettre un petit parcours de soins bien-être aussi pour vous. J'ai essayé le yoga. Bon, le yoga, j'ai vite laissé tomber parce que voilà, à un moment, faut connaître ses limites. Mais voilà, il y a plein de choses qui marchent. Alors, des choses qui ont marché pour moi ne vont pas forcément marcher pour d'autres personnes. Mais il faut essayer, il ne faut pas se mettre de barrières sur la sophro, sur l'hypnose, sur la naturopathie, sur l'ostéopathie. Et c'est vrai que beaucoup de gynécologues aujourd'hui, comme le disait Fanny, le préconisent aussi. C'est vrai qu'au centre Tivoli, avoir une sexologue, ce n'était pas du tout d'actualité il y a 8 ans quand j'étais diagnostiquée. Et pourtant, pour moi, c'est primordial dans la prise en charge de l'endométriose. Fanny, tu veux réagir? En fait, il y a des patientes qui ont des douleurs pendant les rapports. Je leur demande si pour elles, alors ça peut paraître bizarre comme question, mais si pour elles, leur vagin fait partie de leur corps ou si elle est à côté d'elles. Parce qu'elles ont tellement mal qu'en fait, c'est un peu... l'idée, c'est que le cerveau, il fait blackout et en gros, ça m'appartient pas. Enfin, pour pas que j'ai mal, ça fait pas partie de mon corps. Donc, il y a un rapport au corps qui est morcelé. Et donc ça, en tant que gynécologue, je peux à la limite poser la question et dépister, mais moi, j'ai pas forcément les clés. Et le gynécologue, le médecin ne peut pas tout. Et probablement que c'est aussi une des explications, entre guillemets, avec la cassure des gens avec la partie allopathique, c'est qu'on nous demande peut-être probablement trop par rapport à notre formation et à ce qu'on est capable de donner avec le temps imparti. Et donc l'idée, c'est que, par contre, ce qu'on peut faire, c'est orienter. Et dire que là, probablement qu'il y a une souffrance psychique à travailler, il y a un rapport au corps à travailler et que tel ou tel autre corps de métier peut être en mesure de le travailler et moi non. Mais ça demande de l'humilité et c'est super chouette d'entendre ça parce que c'est pas forcément une parole courante. Et je tiens quand même à le souligner, on l'entend pas si souvent. Et moi, c'est pour ça qu'on aime travailler avec vous, c'est que vraiment il y a cette parole voilà, humble et dire effectivement on n'a pas tout, on peut pas tout faire et on travaille en complémentarité. Je voulais poser la même question à toi, Kelly, sur le syndrome des ovaires polykystiques. Il me semble que toi, tu as eu un diagnostic aussi assez tardif. Alors, mon diagnostic, il est tardif et pas tardif en même temps. En fait, moi, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'il est tardif dans le sens où j'ai alerté sur mes symptômes de très bonne heure, très jeune, et on a laissé durer. En revanche, j'ai quand même eu la chance d'être diagnostiquée à l'âge de 19 ans, ce qui est quand même dans ma vie relativement tôt. Mais il a fallu en fait attendre que je devienne maman, que mes symptômes du coup se multiplient. Et voilà, ça a quand même duré longtemps dans ma vie, mais en termes d'âge et par rapport à d'autres personnes, oui, effectivement, mon diagnostic, il est quand même relativement précoce et voilà, ça reste une chance malgré tout pour ma prise en charge. Après, ce diagnostic qui s'est fait tôt en termes d'âge n'a pas forcément amélioré ma prise en charge par rapport à une autre personne. Alors aujourd'hui, malgré tout, un diagnostic plus précoce permet une meilleure prise en charge parce qu'il y a aussi plus de temps de travail avec la personne qui est touchée par le SOPK. Mais alors, moi, j'ai mon gros inconvénient, c'est que j'habite une région et une toute petite ville où mon accès aux soins est très limité. Donc voilà, vers chez moi, il n'y a pas, comme ici, un centre où je peux me dire, voilà, effectivement, j'ai des professionnels sensibilisés à l'écoute, qui travaillent dans une dynamique de cohésion, etc. J'ai pas cette chance-là, en fait, moi, d'avoir ça près de chez moi. Donc ma prise en charge a été beaucoup plus difficile. Aujourd'hui encore, je ne suis pas à proprement parler prise en charge
d'une manière allopathique pour mon SOPK, et c'est problématique parce que je vois avec l'âge mes symptômes évoluer, pas forcément bien, et je me sens pas en fait empouvoirée par rapport à ça pour prendre en charge ma pathologie. J'ai le gros avantage de faire partie de l'association SPOPK, de pouvoir prendre du recul sur mes symptômes, de connaître mon éventail de solutions. Mais ça, c'est des recherches qui ont été personnelles et qui ont pris du temps. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai pas une prise en charge qui est aussi, aussi pointilleuse, mais aussi parce qu'on a un décalage en termes d'années, de reconnaissance, etc. Mais effectivement, dans le cadre du SOPK, donc on va avoir aujourd'hui une grosse difficulté qui est qu'on n'a pas de traitement en fait au SOPK. On sait prendre en charge les symptômes, on sait minimiser au plus possible les symptômes, mais on ne sait pas guérir le SOPK. Et ça, c'est une vraie problématique. Et c'est là aussi que se trouve la limite de la médecine allopathique. C'est que voilà, on sait soulager la patiente de certains de ses symptômes, mais au-delà de ça, après, ça va relever plutôt d'un accompagnement complémentaire qui va jouer essentiellement sur l'hygiène de vie. Ça, c'est une prise de conscience qu'il faut que les patientes puissent avoir, parce que l'hygiène de vie a vraiment un rôle ultra important dans la prise en charge du SOPK, parce que c'est là qu'on agit sur le système hormonal, le système endocrinien, et le meilleur moyen de prendre en charge le SOPK, c'est d'agir sur ce système-là. Est-ce que tu veux bien développer les symptômes que tu as et ce que tu mets en place du coup par rapport à ceci? Alors, mes symptômes ont beaucoup évolué. Moi, il y a quelques années, j'ai été essentiellement touchée par des symptômes qui n'étaient pas forcément visibles, qui étaient plus des migraines, de la fatigue chronique, des douleurs pelviennes. Mais à l'époque, bon, voilà, c'était normal. C'était la grande idée reçue. C'est normal de souffrir quand on est une personne menstruée. Et voilà. Et puis, après mon accouchement, mes symptômes ont évolué très différemment, c'est-à-dire que les symptômes que j'avais avant se sont décuplés et j'ai eu de l'apparition d'acné, d'hirsutisme, voilà, mes migraines se sont aussi accentuées, j'ai pris beaucoup de poids, alors que bizarrement après ma grossesse, j'ai pas du tout peiné à reperdre mes kilos de grossesse. Et par contre, voilà, plusieurs mois plus tard, j'ai pris d'une manière fulgurante. Donc voilà, donc tout ça, c'est mes symptômes au quotidien. Moi, ce qui m'handicape le plus, c'est pas forcément ce qu'on voit, parce que mon rapport à mon corps aujourd'hui, et notamment grâce à l'association, et c'est OK, je me sens bien. Par contre, voilà, effectivement, les symptômes comme la fatigue chronique, comme les migraines, etc., ça, c'est handicapant au quotidien et dans mon quotidien de maman. Et moi, aujourd'hui, ce qui m'aide le plus dans le cadre de mes symptômes, c'est vraiment d'adapter mon hygiène de vie. Et au-delà d'adapter son hygiène de vie, parce que quand on dit aux patientes qu'il faut adapter son hygiène de vie, elles vont avoir tendance à suivre le régime de monsieur, madame, tout le monde, ou de prendre le complément alimentaire miracle vendu par n'importe qui sur le net. En fait, c'est beaucoup d'observation de soi, prendre le temps de regarder qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui, au contraire, aggrave mes symptômes, prendre du recul sur sa personne, sur son quotidien, son environnement, et réussir en fait à composer et à équilibrer tout ça. Et on parle beaucoup, donc oui, de l'hygiène de vie, de l'accompagnement complémentaire, mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi besoin de la surveillance de la médecine allopathique pour éviter de tendre vers des complications qui peuvent être plus graves liées au SOPK. Tu peux détailler ce que tu entends comme complications? Oui, effectivement, dans le cadre du SOPK, on a différentes complications. On a notamment le diabète de type 2 qui peut survenir suite à une insulinorésistance qui aurait pas été détectée ou qui n'aurait pas été prise en charge. On observe les maladies cardiovasculaires et les cancers gynécologiques qui sont là essentiellement dus à l'absence de règles qui n'est pas prise en charge également. Donc voilà, tout ça, ça peut être des risques qui peuvent être réellement limités s'il y a une vraie prise en charge de la patiente, une vraie surveillance de la part des gynécologues, des endocrinologues, et on sait redescendre ces risques à un risque équivalent en fait à d'autres femmes. Donc effectivement, en fait, on parlait tout à l'heure de cassure entre le gynécologue, l'endocrinologue et la patiente.
en fait, nous, on essaye de ramener un peu les patients vers quelque chose de différent et de dire oui, c'est bien de prendre en charge son hygiène de vie avec des professionnels en médecine complémentaire, mais il ne faut pas oublier, en fait, faut pas s'oublier son corps. Et puis au-delà du SOPK, il y a, vous parliez tout à l'heure dans la conférence précédente, les frottis, etc. En fait, il ne faut pas arrêter tout ça, tout ce travail de surveillance sur les autres problématiques potentielles. Donc voilà, on a besoin effectivement de ce rapport avec le professionnel de santé. Oui, j'imagine que c'est un point qu'on peut rappeler, qui a été évoqué juste avant sur la conférence précédente, c'est que une maladie n'en empêche pas une autre. Donc effectivement, de rappeler qu'on peut avoir un SOPK et une endométriose, ou un SOPK et un papillomavirus. Donc il ne faut pas exclure les uns des autres. Alors on a parlé pas mal d'hygiène de vie. Moi j'ai envie qu'on rentre un peu dans le concret avec toi, Nathalie. Est-ce que tu peux nous donner quelques clés? Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir faire du cas par cas et toutes les pathologies et toutes les personnes qui en sont atteintes sont différentes. Mais est-ce qu'il y a... Alors, on a parlé beaucoup d'inflammation notamment. Est-ce qu'il y a des aliments à éviter ou au contraire à favoriser? Est-ce que... on a parlé du yoga. Alors, d'ailleurs, on a des ateliers yoga qui ont lieu pendant le festival yoga menstruel avec plein de postures dédiées à ces sujets. Mais voilà, est-ce que toi, tu as des bons conseils et aussi comment tu abordes une personne qui arrive avec une pathologie menstruelle ou des douleurs type SPM et autres, par quoi on commence? Effectivement, dans toutes les pathologies, les troubles hormonaux, les douleurs menstruelles, etc., on commence en général par voir comment la personne s'alimente. En général, de toute façon, c'est multifactoriel et on a besoin à la fois de l'allopathie, des médecines alternatives. Et on a vraiment, c'est des petits changements à apporter à la fois sur l'alimentation, mais aussi on oublie souvent le sommeil, la gestion du stress qui est très importante, qui joue beaucoup aussi sur l'inflammation et sur tout le système endocrinien. Au niveau alimentaire, si on reste dans le général, effectivement, déjà, ça va être intéressant d'avoir une alimentation anti-inflammatoire, donc que vous avez sûrement testé. Et qui est de toute façon en général plutôt bénéfique de manière générale pour la santé. Alors qu'est-ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire? Déjà, c'est d'essayer de limiter au maximum, voire parfois dans certains cas on est obligé de supprimer pendant quelques temps, ou c'est vraiment du cas par cas ensuite, certains aliments. Ce qui va être très inflammatoire déjà, c'est le sucre, donc le sucre raffiné, donc tout ce qui est hyper transformé, les produits hyper transformés. Également, quand on parle de sucre, on parle aussi des glucides raffinés, donc tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, on essaie de remplacer par plutôt du semi-complet, du complet. Donc ça, c'est aussi en fonction de la tolérance de la personne, puisqu'au niveau digestif, il y a souvent aussi un gros travail à faire. Donc le sucre va être très inflammatoire, va aussi générer des dérèglements au niveau justement insuline, surtout s'il y a du grignotage en plus. Donc dans les pathologies notamment comme le SOPK, c'est là-dessus aussi qu'on va beaucoup travailler. On fait attention aussi à l'excès de produits laitiers, notamment au lait de vache, qui souvent vont perturber la fonction endocrinienne en excès, vont surcharger le foie, qui est aussi très important dans les problématiques hormonales. Souvent, on fait un soutien du foie et ça peut vraiment venir aussi rééquilibrer les hormones. Au niveau des produits laitiers, ça va être plutôt d'aller sur des produits laitiers de type chèvre, brebis, donc des plus petites protéines qui vont être moins inflammatoires en général, qui vont générer moins de problématiques derrière, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Parfois, le mieux, c'est de tester, de voir ce qui vous convient le mieux, en fait, de faire des tests. Mais dans tous les cas, l'excès de laitage a quand même un impact sur l'inflammation. Ce qui va être très important, c'est d'ajouter dans l'alimentation, chez les femmes, il y a souvent des carences en gras, dans tous les gras, les femmes éliminent souvent le gras de leur assiette. Le mauvais, mais aussi le bon. Donc le mauvais est aussi important, mais en quantité raisonnable, mais il va être quand même primordial pour la santé, aussi pour la santé hormonale. Et on fait attention à avoir un apport en bons gras plus important. C'est ce qui manque souvent
dans l'assiette. Donc, qu'est-ce que c'est? Les bons gras vont être anti-inflammatoires déjà et font partie des matériaux de construction de nos hormones. Donc, on peut véritablement avoir des gros troubles hormonaux en lien aussi avec ces carences. Donc, les oméga 3, on va ajouter dans l'assiette des petits poissons gras, maquereaux, sardines, harengs par exemple. Si on n'en consomme pas du tout, ça peut être intéressant de faire des cures peut-être de temps en temps. Essayer d'ajouter aussi tout ce qui est huile végétale du type colza, chanvre, lin, cameline, d'en ajouter dans l'assiette, des oléagineux, donc amandes, noisettes, les graines, d'en avoir un apport voilà, au quotidien et ça peut vraiment changer aussi certains symptômes et réapporter un équilibre au niveau hormonal. Dans les douleurs menstruelles, le fait de manger par exemple végétarien la semaine avant les règles peut vraiment avoir un gros impact sur le ressenti au niveau des douleurs, en attendant de faire un travail sur du moyen long terme évidemment, mais de ne pas consommer de produits animaux, de produits laitiers, de sucre avant la semaine avant les règles, ça a un réel impact en général sur les femmes par exemple. C'est plein de petites choses, après c'est effectivement du cas par cas. Ce qui fonctionne pour l'une ne fonctionnera peut-être pas aussi bien pour l'autre, ou moins bien, ou pas du tout. Donc en naturopathie, l'objectif, c'est d'avancer en ce sens. La première fois, je pose pas mal de questions. On voit ce qui est mis en place, quelle est l'hygiène de vie de la personne, quelles sont ses contraintes. Et on essaye de proposer en fonction de ça des premières pistes. Et puis quand on se revoit, on réadapte, on réajuste. La personne nous dit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que c'était facile ou non, ce qui lui parle ou pas. Donc le but, c'est vraiment de s'adapter à la personne et qu'elle prenne plaisir aussi à faire tous ces changements et qu'elle voit les bénéfices pour qu'elle reste aussi motivée et que ça s'ancre dans une hygiène de vie. Voilà, c'est pas du court terme. Donc, bon, je suis un peu étalée peut-être. Non, c'est super clair, merci. Effectivement, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a des aliments à favoriser et d'autres à soit retirer, soit diminuer. Ouais. Et il y a aussi ce que tu as évoqué brièvement, c'est suivant le moment du cycle aussi, on peut varier les apports. Notamment, tu parles avant les règles. Est-ce que autour de l'ovulation, par exemple, s'il y a des choses à favoriser oui, ou tout à non? fait. Alors, de manière générale, c'est bien d'avoir une alimentation anti-inflammatoire tout au long du cycle, par exemple, d'autant plus avant les règles. C'est pareil pour le grignotage, le sucre, on l'évite au maximum, mais d'autant plus avant l'ovulation. C'est vrai que les pics d'insuline, les grignotages vont vraiment avoir un impact, notamment sur les œstrogènes, la fabrication des œstrogènes, donc l'ovulation. Donc avant l'ovulation, c'est d'autant plus important de faire attention à ça. Et on peut complètement aussi avoir une alimentation en phase avec nos cycles. On dit qu'il y a 4 phases au cours du cycle menstruel avec des énergies différentes, puisque les hormones vont avoir un impact biologique, physiologique, mais également sur nos énergies, notre humeur. C'est pour ça qu'on n'est pas, voilà, on est cyclique et tout au long des phases, on a plus ou moins envie de sortir, voilà. Et c'est de la même façon, on peut adapter notre alimentation. Et c'est pareil, après les règles, par exemple, ça peut être pas mal d'apporter encore plus d'aliments riches en fer, par exemple, pour un petit peu, voilà. Et puis on peut, après, là, c'est du détail, mais on peut aussi aller vraiment sur une alimentation phase par phase pour optimiser encore le cycle, la fertilité. Mais là, on rentre dans des choses un peu plus compliquées, voilà. Compliqué. Du coup, quelle que soit la pathologie qu'on a ou le type de douleur, en fait, on peut trouver des solutions adaptées. Enfin, il y a un rééquilibrage alimentaire qui peut être fait. Et on peut consulter pour tout type de problématique. Il y a pas de contre-indication. Là, sur l'alimentation, il n'y a pas de contre-indication. Bon, sauf voilà, une maladie cœliaque ou des choses très spécifiques. Après, en naturopathie, la base, c'est vraiment l'alimentation, mais pas seulement. On va beaucoup travailler sur la gestion du stress, les émotions. Bon, pour ma part, je travaille moins, donc j'en discute effectivement un peu comme Fanny, mais je redirige. Pareil, je redirige toujours quasiment vers une ostéopathe. Voilà, donc on travaille comme ça. Pour moi, c'est indispensable d'avoir ce travail. Il y a aussi
La symptothermie, quand les personnes ne veulent plus du tout voilà, de pilules ou de stérilés, ou voilà, je redirige vers une sage-femme ou une personne qui est formée en symptothermie. Voilà, c'est vraiment du complémentaire. Je ne sais plus quelle était la question. Que ça convenait pour tout le monde et qu'il y avait un traitement, enfin un suivi pour Voilà. chaque pathologie ou chaque type de problématique rencontrée dans son C'est cycle. ça. Et souvent, en fait, l'alimentation, ça nous paraît évident et simple, et on se dit, ah, mais on mange quand même 3 fois par jour, ça a un énorme impact sur notre santé globale, notre psychique, notre physique. Et vraiment, en changeant des petites choses, dès le premier mois, les femmes ont de réels bénéfices. C'est assez bluffant. Donc c'est dommage de s'en priver, et finalement c'est pas si contraignant. Ça paraît contraignant au premier abord, mais on trouve des alternatives. Le but c'est pas de se frustrer ou de faire des régimes ou voilà, mais c'est vraiment de trouver des alternatives et ce qui convient à la personne et de s'adapter à la personne. Mais par rapport aux bénéfices, c'est vrai que ça vaut le coup. Et après on s'aide aussi d'autres outils comme la phytothérapie, la nutrithérapie pour combler les carences, on a des anti-inflammatoires très intéressant dans voilà, les plantes pour rééquilibrer les hormones. Et donc petit à petit, en fait, avec l'hygiène de vie et les coups de pouce des plantes, des huiles essentielles, de la nutrie, on arrive vraiment à améliorer le confort de la personne ou à retrouver un équilibre hormonal. Tout dépend de la problématique ensuite. Hein. C'est vrai que sur un syndrome des ovaires polykystiques, c'est pas c'est du très long terme, et voilà, il faut quand même pas au moins 6 mois, 1 an pour avoir un vrai. Enfin, ça dépend après des symptômes de la personne. Voilà. Sur les plantes, je voulais rajouter qu'on a un atelier qui se tient dans la salle 1200 sur justement les plantes qui aident le cycle, qui est un super atelier proposé par l'association Terre d'Osmose. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller les rencontrer aussi après. Je pense qu'effectivement, il y a la question des adjuvants au traitement allopathique classique. Il y a vraiment ces questions de plantes, notamment aussi la gémothérapie qui est pas mal utilisée, enfin, que moi, à titre personnel, j'ai testé, que j'ai trouvé absolument génial. Notamment le framboisier, mais vraiment sur les douleurs menstruelles, incroyable. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de méthodes. J'allais parler d'ostéopathie, mais Fanny, je te laisse rebondir. Juste, je voulais compléter sur le fait qu'effectivement, il y a pas mal de patientes, notamment qui pour le coup, se mettent au végétarisme. Et ça peut finalement, ça nécessite, je pense, d'être relativement encadré parce que ça peut entraîner aussi des carences. Et j'ai pas mal de patientes, les vitamines, je les dose assez souvent. Et j'ai pas mal de patientes qui ont notamment des déficits assez marqués en vitamine B12. Et ça peut entraîner des problèmes cardiaques notamment. J'ai aussi une patiente qui avait des douleurs pelviennes et a priori c'était le déficit marqué en vitamine B12 dans le cadre d'un bypass, donc c'était un peu particulier, qui expliquait ces douleurs. Oui, donc effectivement, je pense ce qu'on peut noter, c'est quand on change de régime alimentaire, de se faire accompagner, ne pas faire ça en regardant plein de sites, etc., mais de toujours être bien accompagné parce qu'effectivement, le corps, c'est quand même une machine importante à entretenir. Je voulais parler de l'ostéopathie. Est-ce qu'on peut faire de l'ostéopathie sur tous les types de pathologies ou douleurs menstruelles, ou est-ce qu'il y a des choses où il y a des contre-indications, il ne faut surtout pas toucher, par exemple? Alors, oui, en fait, déjà, on est formé à la sémiologie durant notre parcours de formation initiale. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est la sémiologie? C'est l'étude des signes cliniques pour lever en fait vraiment les gros lièvres. Dès qu'il y a une suspicion de pathologie, on va d'abord réorienter, on va éviter de toucher la zone, on va réorienter selon les cas. Hein, il y a pathologie aussi. S'il y a une suspicion d'endométriose, on peut quand même commencer à intervenir. Mais s'il y a une suspicion de cancer ou autre, on évitera de toute façon de toucher à la zone. Nous sommes des praticiens de première intention et on a un devoir de ne pas retarder les diagnostics en soulageant les symptômes et du coup en empêchant le patient d'accéder à une prise en charge médicale qui est nécessaire dans ces cas-là. Donc ce serait peut-être la seule contre-indication. C'est vrai que quand on parle de douleurs menstruelles,
On est quand même nombreuses, je pense, à avoir à des moments de vie des douleurs menstruelles qui sortent du cadre classique, sans pour autant avoir une pathologie avérée derrière. On n'a pas forcément besoin d'avoir une endométriose, un SOPK, des adhérences issues d'une chirurgie abdominopelvienne pour avoir des douleurs lors des règles. Je pense que c'est le cas le plus courant. Et en fait, effectivement, dans ces cas-là, on a quand même une action qui est souvent efficace en ostéopathie de façon assez ponctuelle. Et éventuellement, dans le changement du quotidien, si on voit que ça a tendance à revenir, en fait, malgré le traitement ostéo, c'est là qu'on intervient très bien et qu'on se coordonne très bien avec les naturopathes. C'est qu'il y a quelque chose dans le quotidien du patient qui fait que ça déséquilibre le patient. Donc, on va intervenir effectivement pour tout le monde et on va mener cette enquête. Donc, c'est vraiment ce que j'aime bien dans mon travail. C'est que pour chaque douleur, on va avoir une multitude de signes associés qui vont être différents. Et du coup, on va pouvoir dire, bah, tiens, tel système, j'ai l'impression vraiment qu'il y a un problème hormonal, il y a des problèmes aussi de sommeil, de stress, etc. Et on va plutôt essayer d'équilibrer le système hormonal au complet par des techniques ostéopathiques pour ma part, et puis ensuite par d'autres praticiens s'il y a besoin. Bah tiens, dans ce cas-là, moi j'ai l'impression vraiment ces appuis plantaires et le bassin, il y a quelque chose qui vient fixer ce bassin, et je pense que du coup les attaches utérines qui se font sur les ailes iliaques et le sacrum, donc dans le bassin osseux, du coup vont être mises sous contrainte. Est-ce que c'est pas ça qui vient perturber du coup les cycles et donner des douleurs? Donc en fait, pour chacune, on va avoir une réponse qui va être vraiment spécifique et adaptée. Et donc, pour certaines, on va les renvoyer vers un podologue, pour d'autres, vers un médecin, pour d'autres, chez un naturo. Et puis, je vous rassure quand même, il y en a certaines qui ont juste besoin de la séance d'ostéo et ça se règle aussi très bien. Là, je ne fais pas que réorienter. Mais voilà, on a à cœur d'accompagner le patient, mener ensemble cette enquête, parce que c'est toujours une enquête. Identifier des coupables potentiels, les mettre sous les verrous et regarder si les crimes continuent. Donc s'ils continuent, mais un petit peu moins, on a une partie de la bande, mais il est encore nécessaire de trouver le chef de file. Si ça ne fonctionne pas, bon, on a mis des innocents sous les verrous, peu importe, ils savaient pourquoi ils étaient coupables, c'est pas très grave. Mais en revanche, on va continuer à chercher, ou au besoin, on va essayer de réorienter vers une autre thérapeutique. Et si les crimes s'arrêtent, bah, écoutez, il y a un moment donné... on est déjà bien content comme ça, et puis voilà. Quand j'ai parlé d'ostéopathie dans le traitement des douleurs menstruelles, on m'a posé la question, mais du coup, l'ostéopathe, elle rentre à l'intérieur pour manipuler? Alors, grosse question. Donc, pour ma part, je ne fais que des techniques externes. Ça suffit généralement à régler la plupart des cas. Mais il existe des ostéopathes qui ont des formations initiales en tant que médecin, sage-femme ou kiné, qui ont donc le droit d'intervenir par des techniques internes. Donc, ils sont effectivement par voie vaginale et voie rectale. Quel est l'intérêt de ce genre de technique? C'est dans des cas très spécifiques avec des douleurs qui sont prononcées. Donc moi, je les identifie quand j'arrive à avoir un résultat qui va dans le bon sens, qui est plutôt positif, mais qui n'est pas complet, et que je vois que les techniques externes ont une limite. Dans ce cas-là, je réoriente vers ce genre de praticien. Et l'intérêt de ces techniques internes, qui ne se font jamais sans votre consentement, sans vous avoir expliqué, et sans vous avoir donné le temps de la réflexion, c'est pour ça aussi j'insiste, c'est pas, voilà. Ça se fait pas comme ça, du jour au lendemain on arrive et puis c'est parti. Mais une fois qu'on est dans ce cadre-là, l'intérêt de ces techniques, c'est d'arriver à contacter directement le col de l'utérus et de pouvoir du coup travailler de façon quasiment directe sur les différentes attaches dont je parlais tout à l'heure. Donc l'utérus, 6 ligaments qui permettent de le fixer au bassin osseux, 2 devant, 2 sur les côtés, 2 derrière, hein, comme dans l'avion. Et donc le but, ça va être de chercher à vraiment vérifier la mobilité du col de l'utérus, du fond utérin, et pouvoir travailler sur les différents ligaments par voie beaucoup plus directe. Mais encore une fois, ce sont des techniques qui sont particulières et qui sont indiquées dans des cas également particuliers. Alors, moi, je me posais une question du côté des assos. Est-ce que vous avez référencé, parce que j'imagine que tous les ostéos ne font pas de l'ostéopathie autour des douleurs menstruelles, toutes les naturos ne sont pas spécialisées. Est-ce que vous, au sein des assos, vous avez référencé des praticiens et praticiennes
ou comment on trouve l'info en tant que patient, patiente ou juste personne ayant envie de consulter pour trouver un ou des praticiens qui exercent sur ces sujets. Et là, j'ai posé une question compliquée. Non, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, au sein de l'association Endo-France, on fonctionne beaucoup par l'expérience qu'ont les adhérentes de l'association. C'est-à-dire que s'il y a une adhérente qui me dit moi j'ai essayé l'ostéopathie et cet ostéopathe est très bien et tout, nous derrière on va voir effectivement pour prendre un peu la température entre guillemets, voir si elle connaît bien l'endométriose. On ne peut pas non plus se fier qu'au retour des adhérentes. Il faut aussi que nous, derrière, on vérifie qu'elles connaissent bien la pathologie, qu'il y ait une bonne prise en charge. Et c'est là toute la difficulté et où j'insiste vraiment, parce que ce sont de nouvelles prises en charge qui sont récentes et qui commencent vraiment à exploser. On demande vraiment un retour, voilà, que ce soit positif et que ce soit négatif. C'est très important pour nous pour pouvoir après aiguiller les autres adhérentes qui nous posent des questions. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande des références sur des hypnothérapeutes. Bon, on n'en a pas, on n'est pas... Voilà, c'est très compliqué. On ne peut pas prendre rendez-vous avec tous les ostéopathes et tout pour essayer de... Même si ça a l'air sympa quand même. Mais voilà, on compte beaucoup sur le retour. Donc c'est vrai que nous, au sein de l'association, on a quand même un petit panel d'ostéopathes, naturopathes, sophrologues qui sont référencés, mais on n'en a pas encore assez forcément. Et j'en profite juste pour faire une petite aparté sur la prise en charge de l'endométriose, pour saluer le boulot qu'a fait l'association, pardon, Easy Endo, qui est présent sur le festival, qui depuis le mois de mars a sorti une application où justement c'est pour mieux vivre avec l'endométriose, pour la prise en charge et tout ça. Donc n'hésitez pas à consulter easyendo.fr. Et c'est vrai que voilà, plus on aura de référents sur ces médecines-là, plus on sera content. Mais on galère encore un petit peu. Mais le festival m'a fait rencontrer quand même voilà, des gens avec qui on aimerait pouvoir travailler ultérieurement. Ouais. Pour préciser, effectivement, Easy Endo, ça a été créé par 2 médecins. Ouais. Et vous pouvez rencontrer l'une d'entre elles qui a un stand juste à la sortie de la salle atelier, donc n'hésitez pas. Il y a un point, alors je suis désolée, je vais devoir accélérer un tout petit peu parce qu'on est très en retard. Il y a un point qui est important aussi dans mieux vivre avec sa pathologie, c'est pas se sentir seul et c'est libérer la parole. C'est ce que vous faites en ayant créé des assos. Il en existe autour de... Alors on n'a pas pu inviter tout le monde et tout le monde n'était pas disponible, mais je voulais quand même souligner le travail que vous menez parce que c'est quand même incroyable. C'est du travail souvent bénévole qui demande du temps, etc. Et pourquoi, pour vous, ça a été important de créer cet asso ou de participer activement? Alors, toi, c'est une création, il me semble, Kelly. Et toi, Marlène, je pense que tu as rejoint, hein, c'est bien ça? J'ai rejoint, oui. Pourquoi c'était important pour vous de vous engager au sein de l'association autour de votre maladie? Mais, alors, pour moi, personnellement, entendre des délais de diagnostic de 7 ans, pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable. La seule façon de réduire le délai de diagnostic aujourd'hui, c'est de pouvoir parler de sa maladie, c'est-à-dire faire de l'information, savoir expliquer la pathologie qu'on a et au détour d'une conversation, peut-être toucher quelqu'un qui se dit « Ah, mais ma sœur, mon amie, elle a les mêmes symptômes, mais qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Pour moi, le seul moyen de réduire le délai de diagnostic, c'est d'en parler, c'est de rejoindre l'association, c'est de faire de l'information et surtout ne pas avoir honte d'être malade. C'est-à-dire, on accepte la maladie, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même qu'on arrive à l'expliquer, qu'on arrive à mettre des mots sur nos mots et de pouvoir l'expliquer sans gêne. Il n'y a pas de honte aujourd'hui à avoir des règles douloureuses, il n'y a pas de honte à ne pas pouvoir aller travailler parce qu'on a des règles douloureuses. Maintenant, on a tout évolué avec le fameux c'est normal d'avoir mal voilà, pendant tes règles. Mais ça, je crois qu'il faut vraiment maintenant se l'enlever de la tête et il faut pouvoir avancer avec ça. Ou alors, on a tous pris des réflexions du genre, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as tes règles. Eh bien, ouais, aujourd'hui, j'ai mes règles. Voilà. Donc, c'est pouvoir aussi s'affirmer et dire, ben oui, j'ai un problème. Alors,
C'est facile de dire ça maintenant que j'ai fait le pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes d'endométriose et qui ont encore du mal à le dire à leur employeur, qui se prennent encore des réflexions ou qui se prennent encore des mises à pied parce qu'elles sont trop souvent absentes à cause de leurs règles douloureuses. Donc c'est un peu tout ça qui fait qu'on a un peu la rage. Enfin, je vais laisser parler Kelly, mais je pense que voilà. Je voulais juste réagir à ce que tu disais avant que tu réagisses, Kelly. Hier, on accueillait des scolaires, on accueillait 250 élèves de collège et lycée, et on nous proposait notamment des ateliers autour des règles. Et plusieurs professeurs nous ont dit, mais les ateliers pour les règles, c'est que pour les garçons, que pour les filles, c'est ça? Et on a dit, ah bah non, justement pas. Et je crois qu'il y a vraiment un message dans ce que tu dis, c'est soyons des alliés, quels que soient nos genres, soyons des alliés quand on entend quelqu'un, une amie, une sœur, une cousine, une collègue ou un, parce qu'il y a aussi des personnes menstruées qui ne se considèrent pas comme femmes et qui ont des douleurs comme ça, chroniques, invalidantes. Soyons des alliés et soyons là. Effectivement, on peut leur dire non, c'est pas normal. On peut les orienter. Si vous avez été là, c'est que vous avez entendu qu'il y a des professionnels de santé. Enfin, soyons vraiment des alliés parce qu'effectivement, on a trop longtemps internaliser cette douleur et pour beaucoup c'est non mais c'est bon, je vais pas me plaindre, je vais pas, enfin on se culpabilise et notamment les femmes, la question de la légitimité chez les femmes, on a une de nos bénévoles qui travaille beaucoup sur la question de la légitimité des femmes, notamment en politique, etc. Effectivement, souvent on n'ose pas dire, mais voilà, soyons des alliés aussi, qu'on soit homme, femme ou autre genre, soyons des alliés. Voilà, je crois que c'était juste un message qui me semblait très important. Kelly? Je vais pas apporter beaucoup de beaucoup de choses en plus. Alors effectivement, donc moi j'ai le plus de la création de l'association, c'est-à-dire que quand moi j'ai été diagnostiquée, il n'y avait aucune association qui existait. Et donc j'ai d'abord été observatrice avant d'être actrice, et je me suis rendu compte en fait du nombre de personnes qui étaient dans l'errance, qui étaient dans la désinformation, qui étaient dans le décrochage vis-à-vis des professionnels de santé. Et j'ai vraiment été dans cette observation il y a un vrai problème. Alors, dans mon entourage, j'ai des professionnels de santé, donc je comprends que malheureusement, ils ne peuvent pas être partout, ils ne peuvent pas tout savoir, tout pouvoir faire tout le temps. Et en fait, à mon sens, les associations, elles ont un vrai rôle à jouer là-dedans pour décharger les professionnels de santé de certains aspects, notamment on parlait de culpabilité, etc. Voilà, c'est déculpabiliser les patientes, c'est faire du tri dans certaines informations qui se trouvent sur Internet, entre autres, c'est répertorier des professionnels qui sont sensibilisés, qui sont à l'écoute, c'est informer la patiente, c'est sensibiliser le grand public pour devenir des alliés des patientes, effectivement. Et ça, en fait, je pense que nous, on a un vrai rôle à jouer là-dedans parce que les professionnels entre eux ne peuvent pas tous se connaître, ne peuvent pas toujours savoir vers qui réorienter. Et d'ailleurs, ça s'observe très bien dans le cadre des prises en charge. Oui, j'ai un très bon gynécologue, mais on est arrivé à la limite de ce qu'il pouvait me proposer, mais il n'a pas su me réorienter vers un professionnel adapté. Et nous, en fait, on est les médiateurs de tout ça. Essayer de réconcilier la patiente avec le corps médical, essayer de faire le tri dans les médecins qui sont faits pour d'autres choses que les pathologies menstruelles et ceux qui au contraire ont un vrai intérêt dans la prise en charge de ces pathologies. Voilà, on est des médiateurs, des porte-paroles aussi. En 3 ans avec l'association ESPOPK, je pense que, et c'est vrai aussi pour les associations d'endométriose, on soulève aussi des problèmes qui avant paraissaient complètement anodins pour l'ensemble de la société. C'est aussi apporter, notamment je pense à un chiffre récent c'est pas un chiffre officiel, mais c'est vrai que pendant longtemps on a entendu du SOPK que c'était totalement indolore, qu'il n'y avait aucun problème de douleur pelvienne, etc. Nous, en 3 ans, et au cours des rencontres qu'on a pu faire avec les patientes, le chiffre d'observation qui en ressort, c'est qu'à peu près 8 personnes sur 10 atteintes du SOPK souffrent de douleurs pelviennes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut soulever parce que si on continue d'entendre le discours de « c'est inexistant », c'est une idée qui va perpétuer et malheureusement il n'y a pas d'avancement par rapport à tout ça. Donc voilà, on a aussi un rôle là-dedans de porter la parole, de soulever les problématiques, de travailler en partenariat avec le personnel médical pour pouvoir trouver des solutions, adapter la prise en charge, faire évoluer les mentalités. Voilà, tout ça c'est le rôle d'une association et voilà. Donc moi c'était important de m'investir dans cette association parce que j'avais pas envie d'attendre en fait que quelqu'un d'autre le fasse, de me dire que peut-être dans 3 ans il y aurait aucune association et qu'on
saura toujours pas où trouver l'information, où trouver les bons professionnels, chez qui se renseigner. C'était pas possible en fait, en l'ayant vécu, de laisser encore d'autres générations le vivre. Et c'était en ça que c'était important pour moi de lancer SPOPK. Je précise que d'ailleurs vous avez une permanence téléphonique, donc même Exactement. si vous n'êtes pas à Bordeaux, on peut vous contacter et qu'on peut vous retrouver sur des stands à l'issue de la table ronde. On est vraiment très en retard, je m'excuse pour les conférences suivantes. J'ai une dernière question à poser, après on prendra une ou deux questions rapides. On va essayer d'être concise, mais je ne pouvais pas ne pas poser cette question. Dans la pathologie menstruelle, Fanny, on en a souvent parlé ensemble. Vous faites parfois un lien psychologique, émotionnel, voire généalogique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? C'est quelque chose, c'est une parole qu'on entend très très peu, et je crois que c'est tellement important qu'on le dise, et on ne pouvait pas ne pas en parler. Moi, en tout cas, c'est le lien que j'ai fait au travers de mes lectures, au travers de ce que je voyais avec l'histoire des patientes, dans la prise des antécédents et dans le fait que quand, disons, si on voit une patiente qui était OK jusque-là et qui se met à avoir des symptômes, quels qu'ils soient, un kyste, une douleur, par exemple, et qu'on lui pose la question de savoir si par hasard il ne s'est pas passé quelque chose dans sa vie dans les 6 derniers mois, en général, le moment où ça a commencé correspond avec la problématique émotionnelle qui s'est passée antérieurement. Et effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit être aussi entendu par le corps médical, même on n'a pas du tout la formation à ce sujet-là, évidemment. Et puis, je pense qu'il y a aussi beaucoup de réticence parce que probablement que, à titre personnel, chacun a ses propres défenses par rapport aussi à ça. Et que ça paraît tellement étonnant que c'est pas accepté aussi. Mais je pense qu'effectivement, il faut absolument qu'on s'empare de ça. Alors, il y a des entités, pour ce qui, on n'a pas parlé d'acupuncture, mais par exemple, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant dans les douleurs, et c'est des liens qu'ils font. La médecine chinoise fait des liens à ce sujet depuis des milliers d'années. Donc, il va falloir qu'on se saisisse de ça aussi, parce que je pense que c'est aussi une partie de la réponse à la question sur le fait que quand on n'arrive pas à mettre les choses en mots au T, on les met en mots AUX, et la maladie, c'est le maladière, quoi. C'est effectivement ce qui était ressorti sur notre première table ronde SOS Utérus en détresse, de femmes qui avaient, grâce... Il y a même des témoignages. Oui, il y a eu des témoignages pour des femmes qui, grâce à leur pathologie, avaient effectivement pu sortir des problématiques de violence sexuelle. Il faut quand même rappeler que les violences sexuelles et psychologiques sont quand même encore très présentes, et notamment envers les femmes, et que ça peut être aussi un des symptômes de ce mal sociétal, ces pathologies. Oui, et puis il y a des liens qui sont faits, par exemple, dans les pays où il y a eu des guerres, le Cambodge, le Vietnam, où il y a des liens transgénérationnels qui sont faits et qui sont évidents, et dans la façon de se développer des enfants, dans les symptômes qui sont certains types de cancers, tout ça, il y a des choses qui commencent à émerger. Oui, puisqu'en fait, l'ADN se transmet et qu'il peut y avoir des modifications d'ADN suite à des traumatismes. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, oui. Voilà, je trouvais que c'était quand même important. Alors, on pourra en faire une conférence rien que sur ce sujet. On le fera peut-être à posteriori. On va prendre une ou deux questions. On a évoqué plein de sujets. On va essayer de faire des réponses courtes. Vous n'avez pas de questions? On a tout dit. Bon. On a été très clair. Alors, je vous invite de toute façon à aller voir. La plupart de nos intervenantes vont des stands ou seront là à la fin. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute.